Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui vous permettra de découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte Vampire V5. Vous allez comprendre, c'est une boîte qui pourrait faire même office de jeu de société puisque à l'intérieur il y a tout ce qu'il vous faut dès l'ouverture pour pouvoir faire des parties. Un livret de règles très bien détaillé, 5 decks qui vous permettra de découvrir 5 clans de l'univers de Vampire la Mascarade, 5 fiches récapitulatives qui vous permettra de comprendre ce que les decks feront en gros, et évidemment des compteurs de sang et un marqueur d'avantage. Évidemment, nous, ce que nous allons voir dans cette série de vidéos, c'est comment jouer les decks de la boîte. Et bien sûr, si vous voulez sortir de l'expérience de jeu de société, c'est comment améliorer les decks que vous allez pouvoir trouver dans la boîte via d'autres produits de Black Chantry Productions. Bien évidemment, cette introduction sera commune aux 5 vidéos qui représenteront les 5 decks de la boîte, donc n'hésitez pas à la passer la prochaine fois. Bien, nous voici donc au troisième deck de cette boîte Vampire V5. Cette fois-ci, il s'agit du deck Toréador, le clan de la rose, dont l'amour de l'art n'a d'égal que leur cruauté. Vous allez voir, c'est un deck très particulier, principalement un deck vote que je trouve extrêmement puissant. Et en termes de deck building, vous allez pouvoir facilement améliorer ce deck avec déjà tout ce qu'il y a dedans. Il vous suffit un petit peu de changer les proportions et vous avez en réalité déjà de base un très bon deck. L'un des gros avantages du deck, c'est voilà, vous avez un potentiel offensif vraiment très bon. De plus, vous pouvez jouer avec des combinaisons de cartes. Enfin, là, ça sera à vous de décider quelle combinaison de cartes vous préférez. Et surtout, comment vous voulez améliorer la crypte. Parce que là, bon, c'est un deck de démarrage, on va dire. La crypte est bonne, mais pas exceptionnelle. On va voir. Alors on va commencer par tout simplement le meilleur vampire que vous pouvez avoir, c'est tout simplement Catalina Vega, prince de Buenos Aires, plus 1 de morsure pour un vampire à 8. Très forte, les 3 disciplines de clan en supérieur. Les 3 disciplines de clan des Toréadors, évidemment c'est présence. Une discipline principalement là pour les votes et aussi des bonus de morsure avec aussi des capacités défensives, donc une discipline plutôt axée défense en combat et attaque sur les points de réserve. Célérité, une discipline un petit peu polyvalente. Elle aussi, elle fait un peu tout. Elle peut être très forte en combat, mais en fait plus en support de combat. Elle offre quelques possibilités de discrétion, quelques possibilités de manœuvre, parfois rentrer en combat. C'est polyvalent, mais ça ne fait rien, on va dire, seul. Et Auspex, la capacité à bloquer. Donc là, dans ce cas de figure-là, chez ces Toréadors, rien de très intéressant, puisque ça ne sera pas un deck très défensif. Catalina Vega a en plus Fortitude en inférieur, ce qui lui donne accès à des capacités de redressement. Et c'est pas, clairement, ce n'est pas désagréable. À côté de ça, vous avez Flavio Goncalves, très bon, un prince, avec un pouvoir en plus. Tout simplement, une fois par combat, il peut esquiver, il peut faire une frappe d'esquive, c'est-à-dire que rien ne le touche. C'est très fort, surtout que c'est un pouvoir passif qui ne coûte aucun sang, donc vraiment en combat, il peut dire moi j'ai pas envie de ramasser des dégâts. Présence en supérieur, célérité en supérieur, exceptionnel. Auspex en inférieur, ce n'est pas un problème. Et surtout, il a aussi Fortitude en inférieur. Le troisième prince du deck,
Le prince de Cap, très fort, présence en inférieur, lui il n'a pas célérité en supérieur. Mais encore une fois, les trois princes ont accès à fortitude en inférieur. C'est pas négligeable et ça offre la capacité, euh, la possibilité à cette crypte de jouer avec un peu fortitude. Vous allez voir ensuite, voilà, ça ce sont principalement vos trois princes titrés. Ensuite, il y a d'autres vampires, hein, très intéressants. Présence supérieure, célérité supérieure. Pour un vampire capacité 5, c'est très bien. Présence supérieure, voilà, capacité 5 aussi. Elle a accès à thaumaturgie, c'est pas utile. On préférera le vampire qui a célérité supérieure. Un vampire capacité 4 très intéressant, célérité supérieure et présence en supérieur. C'est rare pour un vampire de capacité 4 d'avoir deux disciplines avec deux disciplines en supérieur. Mais bon, il a un petit défaut, comme vous pouvez le voir. En général, voilà, les capacités 4 ont plutôt les trois disciplines de clan en inférieur. Elle, bon, pas très intéressant, un petit vampire à 3, célérité inférieure et specs en inférieur. Et un autre vampire cap à 3, présence inférieure, célérité inférieure. C'est pas très intéressant. Voilà pour la crypte. Donc plutôt une bonne crypte, surtout en prenant en compte les trois princes. Clairement, ce sont les trois vampires clés de votre deck. Maintenant, on va passer aux cartes de maître. Il y en a peu, mais elles sont très puissantes et en général très importantes. Tout le deck, de toute manière, va se jouer par rapport à vos cartes de maître. Donc, voilà, on commence par le château de Versailles. Ça coûte 2 de réserve, mais ça donne des bonus de vote. C'est vraiment très intéressant pour un deck qui va jouer évidemment exclusivement vote, principalement vote. Il y a aussi Château des Horreurs, encore une fois 2 de réserve, un lieu qui donne un peu de discrétion sur les actions non dirigées, donc vraiment pas négligeable. Évidemment, on sert pour tout ce qui est récup de réserve. Vous allez voir, vos vampires peuvent facilement gagner du sang. Donc les vider pour les re-remplir avec d'autres cartes, en général c'est très fort. Hein. Ensuite, il y a les cartes de clan Toréador, donc musée d'art. Pour 2 de réserve, la capacité à mettre un point de sang de la banque sur l'un de vos Toréadors dans votre région à contrôler. Une carte un peu particulière, certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. En gros, c'est bien en milieu de partie, en début de partie, en fait, il faut d'abord un toréador pour pouvoir la jouer, donc ça peut être problématique. Après, en milieu de partie, c'est très intéressant. En fin de partie, ça ne vous sert quasiment plus à rien parce qu'il vous faut 2 tours pour la rentabiliser et 3 tours pour que ça devienne rentable. En revanche, dans ce deck-là, il a une autre utilité, vous allez voir, parce que il y a une carte qui s'appelle Changement de parité qui joue sur les points de réserve de vos adversaires et de vous-même. En fait, plus vous êtes bas, plus vous avez de chances de pouvoir jouer cette carte. Voilà, musée d'art permet de baisser soi-même sa réserve pour pouvoir la jouer. Voilà, un terrain de chasse Toréador, un grand classique. Et surtout, la dernière carte maître spéciale Toréador, c'est le Grand Bal Toréador, la carte clé du deck. Une carte extrêmement puissante, puisqu'elle rend imbloquable des vampires. C'est exceptionnel. Vraiment, alors attention, hein, ça peut se faire casser, mais en général, vous la jouez et vous pouvez quasiment faire passer vos votes à coup sûr. Donc vraiment imbloquable. N'oubliez pas que ça rend imbloquable sur les actions qui sont non morsures. Donc voilà, rien de gravissime puisque là vous allez jouer vote. Maintenant nous allons passer aux cartes actions. Alors les cartes actions, hein, pour commencer il y a Enchanter la descendance, une carte simple
mais qui va très très bien dans le deck, hein, puisque en supérieur ça fait un peu comme gouverner les indécis, mais ça ne met que 2 sur un vampire incontrôlé, à la place de 3 pour gouverner les indécis, un petit peu son homologue en domination. En revanche, ça ne coûte pas de sang, et ça, évidemment, ça se combine très bien avec Toréador Grandval, qui rend cette action tout simplement imbloquable. Donc vraiment, vous pouvez influencer sans crainte d'être bloqué. C'est vraiment très fort. En inférieur, évidemment, des bonus de morsure, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est votre seule action, c'est la seule action, on va dire, simple du deck. Parce que le reste des actions, c'est tout simplement des votes. Donc, conflit sur le bétail, hein, un vote très. Le vote standard, on va dire. 4 points répartis sur 2 joueurs, c'est votre moyen de faire avancer la partie dans votre sens. C'est plutôt très. C'est très stable, hein, on va dire. À l'intérieur, il y a faveur consanguine, un vote, un bon vote, en fait, en réalité, un très bon vote, quand on joue en général plutôt des decks qu'on dit Swarm. Là, dans ce cas de figure, ça va vous faire gagner. En fait, c'est un vote qui fait gagner des points de réserve. Ça va vous faire gagner, allez, 3 en général, 2 ou 3, puisque vous allez sortir 2 à 3 vampires Toréador. Donc on prend, c'est très intéressant, mais c'est pas utile. On préfère faire des points de dégâts dans ce deck là. Mais voilà, hein, c'est un moyen de défense comme un autre. Regagner de la réserve, en général, c'est jamais mauvais. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nommer un clan qui n'est pas Toréador. Donc vous pouvez nommer Toréador pour gagner des points de réserve, mais vous pouvez nommer un clan d'un joueur que vous ne voulez pas voir mourir. Voire évidemment négocier. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi si jamais je te donne de la réserve, hein, par exemple, vous négociez avec le Nosferatu qu'on a vu. Ok, je te donne 2 ou 3 de réserve, mais je veux que tu ailles combattre, je veux que tu ailles rusher un tel ou un tel. Donc voilà, un vote qui est assez technique à vous de voir. Mais en général, faites le vote pour vous, bien sûr. À côté de ça, il y a évidemment changement de parité. Un vote appelable uniquement par les princes et les justicards, mais là uniquement par les princes. Vote clé, on va dire, de la Camarilla. Clairement, voilà, c'est le vote qui nécessite une cible qui a plus de réserve que vous. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les cartes qui font perdre, les cartes de maître qui font perdre de la réserve, comme Musée d'Art ou évidemment le terrain de chasse Toréador, c'est très fort. Jouez-le, vous perdez 2. Vous faites changement de parité et ensuite vous pouvez avec Musée d'Art influencer de 1 pour soit le récupérer, soit sortir un autre vampire. Décombiner, voilà, comme j'ai dit, c'est un deck où les combinaisons de cartes sont très intéressantes. Donc en voici par exemple une. Évidemment, vous pouvez jouer Toréador Grandval pour perdre 1 et rendre changement de parité imbloquable. Donc là, alors là, c'est jackpot quand vous faites ça. Évidemment, un vote très intéressant, c'est le Justicar Toréador. Ça peut rendre un de vos vampires Justicar, qui donne un vampire 3 voix. Évitez évidemment de le faire sur vos princes qui sont déjà titrés. Vous allez gagner qu'une voix. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Mais voilà, l'une des meilleures cibles, c'est lui, c'est Brett, un vampire kappa 4 qui a les 2 disciplines que l'on désire en supérieur. C'est une bonne cible, clairement, pour devenir Justicar. Sinon, vous avez les 2 autres vampires à 5.
c'est pas non plus nul, parce que vous cherchez en général des vampires qui ont présence supérieure pour pouvoir jouer Majesty et se défendre. En gros, vous obtiendrez un Justicar qui pourra facilement se défendre. Donc voilà. Bah voilà pour les votes. Comme vous avez pu le voir, peu de votes, mais des votes très stables de base, de très bons votes. Maintenant, on va regarder les actions modifieurs. Des actions modifieurs très intéressants. Ils ne sont pas toutes indispensables, mais voilà. Principalement pour vous aider à voter, hein, c'est clair. On va commencer par discours ensorcelant. En inférieur, plus de votes. En supérieur, plus 4. C'est le genre de carte que vous voulez avoir quand vous appelez un vote. Ça vous donne quasiment à coup sûr la possibilité de faire passer votre vote. Surtout dans cette boîte où les titres sont un petit peu maigres par-ci par-là. Plus 4 voix, c'est très fort. Même chose, il y a Paragon de la perfection. Alors lui, il coûte 1 point de sang et en inférieur, il donne plus 3 voix. C'est clairement très fort. En supérieur, il a une capacité très intéressante, c'est que en général, jouez-le avec un vampire plutôt âgé, et les vampires plus jeunes ont moins 1 d'interception. Et les alliés, n'oubliez pas surtout les vampires plus jeunes et les alliés. Clairement, c'est une carte ultra polyvalente. Je le préfère clairement à Discours ensorcelant, qui a juste une utilité de push vote, donc de gagner des voix. Par contre, la perfection peut faire gagner des voix. Bon, pour un 100 certes, mais ça gagne 3 voix à coup sûr. Et en plus, la capacité de faire perdre de l'interception aux autres, c'est vraiment très bon. Et contrairement aux cartes de stealth, retenez bien ça, contrairement aux cartes de discrétion, cette carte peut être jouée même si on vous bloque pas. C'est-à-dire que cette carte ne vous sert à rien parce que, imaginons, vous avez déjà le vote lock ou autre où vous voulez cycler la carte. Vous pouvez faire une action de morsure ou enchanter la descendance. Et jouer cette carte même si on ne vous bloque pas. C'est-à-dire que voilà, vous donnez aux autres moins 1 d'interception et puis c'est tout. Donc voilà, c'est une carte toujours très forte. En fait. Pour moi, dans ce genre de deck, c'est vraiment super fort. Voilà, une autre carte qui vous permet évidemment de garder, de faire passer vos votes, et celle-ci en plus elle peut être jouée en défense, c'est-à-dire vous pouvez faire échouer les votes qui ne vous plaisent pas. Alors pour 1 point de sang, ça force un vampire qui a pour l'instant voté à s'abstenir. C'est-à-dire que le vote d'un prince qui a normalement 2 voix tombe à 0 voix. C'est très fort, et en plus de ça, ça l'incline. Que vous avez les 2 disciplines célérité et présence en inférieur ou en supérieur. En supérieur, la perte de sang, c'est un bonus, hein, c'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas le truc le plus intéressant. Et bien sûr, une autre carte clé en action modifieur, la carte maîtresse, bon, je ne vais pas dire maîtresse du deck, mais la carte que vous voulez absolument avoir quand vous passez vos votes, c'est Envoûtement des électeurs. Une carte exceptionnelle hein, quand on joue vote, c'est quasiment la carte que vous allez voir le plus souvent. Quand on joue présence vote. C'est tout simplement, le vampire va gagner 1 point de sang par vote supérieur qui vont passer. Et en plus de ça, ces points de sang gagnés, vous allez pouvoir en mettre en supérieur 2 dans votre réserve. C'est vraiment très fort, ça remplit votre vampire, ça remplit votre réserve. Comme je l'ai expliqué, si vous avez fait serre avant, qui est évidemment trivial, vous pouvez vider votre vampire. Comme elle est triviale, vous pouvez jouer Toréador Grand Bal pour rendre le vampire que vous avez vidé imbloquable.
Appelez un vote pendant le tour où vous avez joué ces cartes maîtres et jouez envoûtement des électeurs pour re-remplir votre vampire. Quand vous faites ça, vraiment, vous avez des tours complètement hallucinants et voilà, c'est vraiment super fort. Vous avez rempli votre réserve de 5. Imaginez que vous avez fait un cerf à 5, plus envoûtement des électeurs, vous avez gagné en plus 2. Et en plus de ça, vous avez passé votre vote. Imaginons que c'était une faveur consanguine, donc vous avez gagné probablement 9 à 10 dans le tour, de quoi appeler un ou deux autres vampires facilement. Enfin bref, vous avez vu des combinaisons de cartes très très puissantes. Voilà pour les votes. Les actions modifieurs, il y en a d'autres. Voilà, une que je trouve pas exceptionnelle, qui est changement de cible. Ça permet de... Alors, je vois souvent des joueurs qui l'utilisent de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il y a un vampire qui est redressé, ils partent en morsure et ils font pouf, changement de cible. Le vampire qui a bloqué se redresse et votre vampire qui a fait l'action peut faire autre chose. Ça permet de cycler la carte, mais c'est pas comme ça qu'on la joue de manière optimale. En général, ce qu'on veut faire avec cette carte, c'est d'essayer en gros, de feinter les réveils. Si jamais la personne fait... vous faites une action de morsure et que tout le monde est incliné, la personne va sûrement essayer de faire un sur le qui-vive. Donc voilà, et là vous pouvez faire changement de cible pour évidemment vous dire à la personne ok, tu as joué sur le qui-vive, moi je vais faire autre chose, mais toi tu vas rester incliné, puisque voilà. Et en plus de ça, tu auras joué sur le qui-vive, une carte de réaction dans le vide. Voilà, honnêtement, c'est une carte un petit peu technique qui sert dans certaines situations. Dans ce deck-là, où on veut rendre les actions un petit peu imbloquables, c'est pas très utile. Exaltation, sinon en présence. Des bonus de morsure en présence, en action modifieur, c'est toujours bon à prendre. Et les toréadors ont un bonus évidemment supplémentaire en jouant cette carte. C'est clairement une carte que vous voulez jouer. Une autre carte combo qui est défier la gravité, une carte célérité exceptionnelle. Vraiment, elle coûte 1 point de sang, ça a un coût, mais ça peut être une carte de combat qui donne une manœuvre et une poursuite, et surtout en supérieur, ça donne indiscrétion. C'est la seule carte en célérité qui donne de la discrétion. Vous pouvez la coupler avec Paragon de la perfection pour en gros avoir 2 de discrétion, moins 1 d'interception pour les autres et évidemment plus 1 de discrétion pour vous. Donc c'est... Voilà, ça coûte 2 de sang, mais c'est l'une des manières que vous pouvez passer, on va dire, en discrétion vos actions si vous n'avez pas de toréador grand balle ou si vous voulez tuer à la morsure. Maintenant, on va parler des cartes combat. Et très simple, il y a, comme je vous l'ai dit, défier la gravité, qui est une carte de modifieur et de combat. Une manœuvre et une poursuite. Dans la boîte V5, il n'y a pas grand chose qui contre ça, en réalité. Les Nosferatu, vous allez un petit peu leur casser les pieds à cause de cette carte. Vraiment, manœuvrer, c'est très fort. C'est très fort dans cette boîte. En dehors de la boîte, en construit, ça reste très fort, ça reste une très très bonne carte de défense et de discrétion. Là dans le deck, il y en a 8, c'est peut-être un peu trop. Bon, après, là à vous de voir, parce que cette carte est vraiment très forte, mais 8, c'est bon, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Là, ça sera à vous de voir. La deuxième carte de combat du deck, c'est tout simplement Majesté, un grand classique. Fin de combat en inférieur, fin de combat et je me redresse en supérieur pour faire autre chose, que ce soit en défense pour bloquer ou pendant votre tour pour faire une autre action. C'est très fort, c'est clairement très fort. Vous pouvez le coupler à un petit peu changement de parité, mais c'est pas
préféré Majesté, parce que même si ça coûte 1 point de sang, ça reste vraiment très très fort. Le point de sang n'est pas gênant, puisque vous avez envoûtement des électeurs qui peuvent remplir vos vampires. Et ensuite, en carte de défense, il y en a peu. Il n'y a que seconde tradition. Le domaine, ça nécessite absolument un prince. C'est la meilleure carte de réaction quasiment du jeu. Maintenant, allez, ça se discute, mais c'est l'une des meilleures cartes de défense du jeu. Tout simplement, plus 2 en interception, ou perdre 1 point de sang, se redresser, et plus 2 en interception. En une seule carte, voilà, vous faites beaucoup de choses. 2 d'interception, c'est déjà beaucoup, et en plus se redresser, c'est très fort. Dans ce deck, à moins d'avoir vraiment envie de bloquer des actions très gênantes pour vous, ça ne sert, je trouve personnellement, pas à grand chose. Parce que sa principale défense du deck, c'est tout simplement de gagner beaucoup de réserves en fait. Avec faveur consanguine, les combinaisons, voilà, enfin, comme on vous l'a dit, faveur consanguine, serre, envoûtement des électeurs, vous avez la capacité vraiment de gagner beaucoup de points de réserve. Donc à moins d'essayer de bloquer une action vraiment qui vous gêne, mais je vois pas laquelle, une sorte d'équipement ou autre dans cette boîte, c'est pas le truc qui sera game changer, on va dire. Donc voilà pour la présentation un petit peu de toutes les cartes du deck. Comme vous avez vu, il y en a peu, mais en fait ce sont des cartes un petit peu, en fait il y en a de nombreuses fois les mêmes, donc il y a beaucoup de combinaisons à faire. C'est un deck un petit peu, on va dire, combo. Moi maintenant je vous invite à aller chercher d'autres cartes dans évidemment d'autres packs que vous pouvez facilement trouver. Alors facilement trouver, oui et non. Je vais vous expliquer. L'un des decks que j'aime beaucoup et que je vous invite à tester si évidemment vous le pouvez, c'est tout simplement d'aller chercher dans le premier sang Toréador, Beauté douloureuse. Je crois malheureusement que cette carte, ce pack n'est plus réédité malheureusement par Black Chantier Productions. Donc on pourrait faire militer pour demander à ce que cette carte soit à nouveau rééditée, mais c'est un autre deck, un autre archétype, tout simplement que Toréador Grand Bal. A vous de voir lequel vous préférez, rendre imbloquables vos vampires pour passer vos voies, ou la jouer plutôt avec Beauté douloureuse qui fait perdre 1, je vous rappelle, cette carte maître fait perdre 1 de réserve à la personne qui bloque le vampire qui possède Beauté douloureuse. Évidemment, c'est cumulable, vous pouvez mettre plusieurs beautés douloureuses sur le même vampire, donc vous en mettez 2, tout d'un coup quand un vampire vous bloque, ça commence à coûter 2 de sang, 2 de réserve. Quand vous en mettez 3, c'est très désagréable. Ça coûte 2 de réserve, mais évidemment avec changement de parité, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez pallier à ce petit problème. Donc vraiment, 2 archétypes très intéressants. Je trouve que l'archétype Beauté douloureuse est très agréable à jouer. C'est un deck d'une polyvalence vraiment non négligeable. Moi j'aime beaucoup, c'est pas très fort, mais c'est très agréable à jouer. Testez-le, vous allez voir. Bien sûr, avec Beauté douloureuse, c'est simple, vous pouvez faire des changements de cible. La personne vous a bloqué, elle perd de la réserve, vous faites changement de cible, vous faites ah bah non, en fait, je vais faire autre chose, mais toi t'as bloqué, t'as perdu de la réserve. Et voilà. Et ensuite, il y a aussi Majesté, t'as bloqué, ok, mais moi je vais me redresser et faire autre chose. Donc vraiment, un autre archétype Toréador
qui va parfaitement avec cette crypte. Au-delà de ça, bien sûr, vous avez d'autres cartes que vous pouvez aller chercher. Moi, je vous invite à aller chercher Calice. Combiner Calice et Serre pour tout ce qui est récupération de sang. C'est très fort. L'avantage de Calice, évidemment, c'est que 1, elle est triviale, et 2, mine de rien, elle coûte 1. Alors ça peut être, c'est en général un défaut, mais là encore une fois, avec changement de parité, ça vous permet de plus facilement jouer avec votre réserve pour pouvoir jouer changement de parité, qui, je le rappelle, nécessite un joueur, de cibler un joueur qui a plus de réserve que vous. Donc vous baissez avec Calice, voire même vous insufflez du sang à vos vampires avec Calice pour pouvoir jouer changement de parité. Évidemment, il y a Perfectionniste à aller chercher. Il est dans le starter Sabbat Toréador anti-tribu d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous réussissez votre action et que les autres joueurs n'ont pas joué de carte de réaction, vous gagnez un point de sang. C'est récupérer du sang, c'est toujours agréable. Voilà, surtout avec Alice, si vous voulez vider vos vampires pour regagner du sang. C'est toujours bien, surtout quand vos vampires sont imbloquables, donc les gens ils vont pas jouer de carte de réaction, donc vous allez gagner du sang, voilà. Vous pouvez facilement gagner du sang, en gros. Panorama élargi, un grand classique pour quand vous avez beaucoup de réserves, aller filtrer vos vampires en double pour pouvoir en sortir plus. Donc voilà, des cartes maîtres que vous pouvez aller chercher. Au-delà de ça, il y a plusieurs actions très intéressantes. Bon, tout simplement manipulation légale, ça peut être intéressant pour pouvoir faire des morsures à 3 et gagner en plus de la réserve. On préférera cet homologue à intimidation qui fait aussi un bonus de plus 2 de morsure en supérieur et qui ne coûte pas de points de sang. En revanche, en inférieur, il ne fait que 1 de morsure. Les manipulations légales en inférieur, c'est quoi qu'il arrive 2 de morsure. Voilà, avec un bonus de gagner 1 de réserve. C'est à vous de voir, à vous de voir. Moi, je préfère manipulation légale, mais honnêtement, les deux se valent. Aussi, en carte à aller chercher des très très bonnes cartes, c'est tout simplement Esprit Éthéré. Lui, vous pouvez aller le chercher dans les New Blood. Les New Blood, contrairement aux First Blood, eux, ils sont toujours édités à l'heure où je vous parle, donc vraiment, vraiment très fort. Une carte de présence à la fois offensive et défensive, c'est très fort. C'est une action dirigée qui va incliner un vampire. Et puisque ce n'est pas une action de morsure, Toréador Grand Bal la rend tout simplement imbloquable. C'est fou. Vraiment, c'est incroyable. Ça va incliner un vampire et le vampire ne pourra pas se redresser. Donc vraiment, ça bloque un vampire pendant un tour. Donc si vous voyez un vampire qui peut venir vous rusher, vous dites hop, toi tu te tais et tu te redresseras pas. Si vous voyez un vampire qui peut déflecter ou qui peut défendre, si vous voulez partir en morsure, vous dites non, hop, toi tu t'en vas, tu sers à rien. Enfin voilà, tu t'inclines et voilà, tu pourras pas bloquer ni déflecter, sauf si tu as des réveils. Mais voilà, c'est vraiment une carte super forte, je trouve. Ça coûte 1 point de sang, mais comme je vous l'ai dit, dans ce deck, vous vous en fichez un peu. N'oubliez pas, par contre, un petit défaut, il vous faut absolument un vampire redressé. Il faut que ce soit un vampire redressé pour pouvoir jouer cette carte. C'est un peu tricky, mais quand ça passe, vous allez voir, c'est exceptionnel. Sinon, voilà, dans le 30e anniversaire, on fera une review dessus un peu plus tard, mais Camarilla Iron Fist, ça demande un Camarilla titré. Voilà, vos petits vampires ne pourront pas l'appeler, mais bon, vous vous en fichez. C'est un conflit sur le bétail en mieux. Vraiment, clairement, ça coûte 1 point de sang, mais encore une fois, dans ce deck, on s'en fiche un peu.
Ça peut faire 4 à votre proie hein, si vous le décidez, et vous faire gagner 1. Enfin bref, c'est très fort. C'est vraiment un des votes qui rend la Camarilla très fort en termes de vote. Couplé évidemment à un changement de parité, c'est exceptionnel. Et en plus de ça, hein, vous pouvez aller chercher marche forcée, qui demande sévérité et fortitude. Et comme on a vu, vos 3 princes ont fortitude. Et ça, c'est très fort. C'est vraiment très fort, vos 3 princes qui ont fortitude. Alors vous ne pouvez jouer la version que inférieure, qui vous permet de vous redresser. Une seule fois par tour. C'est fort. Hein. Clairement, faire une action, comme je vous l'ai dit, hein, vous faites une action imbloquable, vous redressez, vous faites une deuxième action imbloquable, c'est super. Vous pouvez aussi aller chercher Pulsion Monstrueuse, qui aura la même utilité de marche forcée. En inférieur, c'est uniquement si votre action réussit que vous pouvez vous redresser. Mais bon, puisqu'elle va réussir, puisque vous êtes imbloquable, voilà, vous êtes sûr de réussir. La seule différence, c'est que ça coûte 1 point de sang. À vous de voir si vous voulez jouer plusieurs pulsions monstrueuses en un tour, voilà, au prix de points de sang, ou si vous vous dites, de toute manière, je vais redresser juste une fois un vampire, et marche forcée est amplement suffisant. Donc voilà pour les cartes que vous pouvez aller chercher. Franchement, ce deck, en termes de deck building, il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, pour jouer Toréador Grand Bal, c'est de cibler, parce que n'oubliez pas que vous devez incliner un Toréador pour rendre un autre imbloquable. La carte a quand même un prix. Donc en général, vous allez incliner un petit vampire qui ne sert à rien de toute manière pour rendre un autre vampire imbloquable. Voilà, c'est très fort. Vous pouvez aussi prendre le luxe d'incliner un prince comme Flavio pour rendre, par exemple, Catalina Vega imbloquable. Pourquoi incliner Flavio ? Parce que il peut jouer seconde tradition, qui permet de se redresser et bloquer. Donc l'un est imbloquable, l'autre s'occupe en gros de la défense. Et en plus de ça, Flavio a, comme je vous l'ai dit, une capacité d'esquiver passive. Donc vous bloquez une action et vous dites, moi je fais que esquiver, paf, je reçois pas de dégâts en combat. C'est très fort, hein, vraiment. Vous voyez, il y a des combinaisons comme ça qui peuvent être très forts. Après, vous privez de Flavio pendant le tour où vous jouez Toréador Grand Bal. En gros, il ne pourra pas faire d'action, il ne pourra jouer que des cartes défensives. Est-ce que ça vaut le coup ? À vous de voir. Clairement, à vous de voir. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment de quoi faire dans ce deck. Donc voilà, hein, c'est vraiment très fort. C'est un deck, je trouve, qui a un potentiel vraiment certain et qui vous ouvre des possibilités en termes de deck building vraiment très intéressantes. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de carte de redirection de morsure. Vous pouvez vous dire, voilà, c'est un problème. Parce que les vampires de votre crypte n'ont pas tous Auspex en supérieur. En réalité, il y a votre vampire clé et quelques autres vampires. Mais c'est tout. C'est pas, voilà. C'est la seule qui peut faire des déflexions. Enfin, pardon, des distractions télépathiques. Elle peut le faire, hein. C'est pas à sortir de votre plan si vous voulez faire un deck building, si vous voulez faire un deck très très stable. Mais voilà, privilégiez plutôt, là dans l'état actuel des choses, le deck privilégie plutôt le fait de gagner beaucoup de réserves et de ne pas bloquer. Mais voilà, vous avez accès à seconde tradition, vous avez accès à majesté, vous avez quand même accès à distraction télépathique qui vous permet de rediriger les morsures. Donc vraiment, il y a de quoi faire dans le deck. Hein. Vous pouvez passer des morsures avec intimidation ou manipulation légale, ou même enchanter la descendance en discrétion avec Paragon comme on a vu, Paragon de la perfection ou
résister à la gravité, il y a vraiment des possibilités exceptionnelles dans ce deck à faire. C'est à vous de voir en termes de deck building où vous voulez amener votre deck, plus défensif, plus offensif, sans compter évidemment le choix des votes que vous voulez faire, plus de changements de parité, vraiment pour avoir des capacités polyvalentes, mettre que des conflits sur le bétail, pour pouvoir faire uniquement des dégâts et tuer très très vite. Bref, vraiment, il y a de quoi faire. Du multi-action, de l'imbloquable, de la défense, des votes, voilà. Donc voilà, j'espère que la présentation du deck vous a plu. Si vous voulez vraiment qu'on approfondisse ce deck, eh ben, je serais ravi de le faire, puisque vraiment, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de potentiel dans le deck. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.